Commençons donc le deuxième chapitre des aventures de Conan le Barbare. La tour de l'éléphant. Poursuivant sa route vers le sud, Conan franchit les montagnes sauvages qui séparent les États iboriens orientaux des steppes turaniennes et parvient enfin à Arenyoun, la fameuse ville des voleurs du royaume de Zamora. Nouveau venu dans le monde civilisé et farouchement individualiste de nature, il se trouve, ou se creuse, un trou comme voleur professionnel, dans ce pays où le vol est regardé comme un art et une vocation honorable. Encore très jeune et plus audacieux qu'habile, ses progrès dans son nouveau métier sont d'abord assez lents. Les torches jetaient une clarté diffuse sur les réjouissances du Maule, où les voleurs de l'Orient donnaient une fête nocturne. Dans le Maule, ils pouvaient hurler et faire la bombe comme bon leur semblait, car les honnêtes gens évitaient ces parages et les gardes, largement dédommagés avec des pièces volées, ne se mêlaient pas de leur divertissement. Dans les rues tortueuses et mal pavées, encombrées de détritus et émaillées de flaques stagnantes, déambulaient en titubant des fêtards ivres et vociférants. Des coins sombres, où étincelaient des fers entrecroisés, fusaient des rires aigus de femmes, des bruits de lutte et de bousculades. Par les vitres cassées et les portes grandes ouvertes, éclairées par la lueur blanche blafarde des torches, s'échappaient des relents de vin aigre et de sueur âcre, des tintements de pichets entrechoqués, des bruits de poings martelant des tables grossières et des bribes de chansons obscènes. Dans l'un de ces tripots, la joie battait son plein. Sous le plafond bas, noirci par la fumée, s'étaient réunis toutes sortes de gredins dont les accoutrements hétéroclites exhibaient tous les stades de la décrépitude. Malandrins furtifs, kidnappeurs narquois, voleurs adroits, spadassins crâneurs accompagnés de femmes aux voix stridentes, parés de fanfreluches criardes. Les forbans indigènes constituaient l'élément dominant. Zamoriens basanés, aux yeux noirs, portant un poignard à leur ceinture et la perfidie dans leur cœur, mais il y avait aussi des loups originaires d'une demi-douzaine de pays étrangers. Un renégat hyperboréen gigantesque, taciturne et dangereux, un sabre ceint autour de ses serpentes maigres, car les hommes portaient ouvertement des armes dans le Maule, un faux monnayeur chémite, au nez crochu et la barbe frisée, d'un noir bleuté, une brétunienne au regard effronté, perchée sur le genou d'un Gunther aux cheveux fauves, mercenaire itinérant, déserteur de quelque armée défaite. Le gros coquin grivois dans les plaisanteries paillardes déclenchait tous les cris d'allégresse était un kidnappeur professionnel, venu du lointain royaume des Zamoriens, qui en savait, en fait, plus long sur cet art, à la naissance, que lui-même ne pourrait jamais maîtriser. Le Cotien interrompit sa description des charmes d'une de ses victimes et plongea son groin dans une énorme chope de bière écumante. Chassant la mousse qui s'accrochait à ses grosses lèvres, il reprit. « Par Bel, dieu de tous les voleurs, je leur montrerai, moi, comment voler des filles. D'ici l'aube, j'aurai fait passer la frontière zamorienne à ma nouvelle prise, et il y aura un convoi pour l'accueillir. Un comte de Lophir m'a promis 300 pièces d'argent pour une jeune et jolie brétunienne du meilleur monde. J'ai dû, pour en trouver une que je sache à mon goût, errer des semaines entières dans des villes fortes frontières, déguisé en mendiant. Mais c'est un joli morceau. Il fit claquer dans l'air un baiser baveux. Je connais des seigneurs de Chem qui donneraient pour cette fille le secret de la tour de l'éléphant, ajouta-t-il en retournant sa bière. Sentant une main se poser sur la manche de sa tunique, il tourna la tête, fronçant les sourcils d'être ainsi dérangé. Près de lui se tenait un grand jeune homme solidement bâti, qui semblait aussi déplacé dans ce tripot qu'un loup au milieu d'affreux rats de gouttière. Sa pauvre tunique ne parvenait pas à dissimuler les angles durs de ses puissantes charpentes, ses larges et vigoureuses épaules, sa poitrine massive, sa taille mince et ses bras musclés. Ses yeux d'un bleu ardent tranchaient sur sa peau brune, tannée par le soleil lointain. Une tignasse noire et ébouriffée couronnait son large front. Une épée pendait à sa ceinture dans un fourreau de cuir usé. À la vue de cet homme, qui n'appartenait à aucune race civilisée de sa connaissance, le Cotien ne put réprimer un mouvement de recul. « Tu as nommé la tour de l'éléphant, » dit l'inconnu, qui parlait zamorien avec un accent étranger. J'ai entendu conter beaucoup d'histoires sur cette tour. Quel est son secret? Le jeune homme n'avait pas l'air menaçant. De plus, l'effet de la bière et l'approbation manifeste de l'assistance donnaient du courage au Cotien,
qui enflait de satisfaction. « Le secret de la tour de l'éléphant » s'écria-t-il. « Mais voyons, le dernier des imbéciles sait que le prêtre Yara y demeure, avec le joyau prodigieux qu'on appelle le cœur de l'éléphant, et qui est la clé de son pouvoir magique. » Le barbare réfléchit un instant. « J'ai vu cette tour, dit-il. Elle est située dans un grand jardin entouré de hautes murailles qui surplombent la ville. Je n'ai pas vu de sentinelle. Les murs doivent être faciles à escalader. Comment se fait-il que personne n'ait volé cette pierre mystérieuse ?» D'abord interloqué par la simplicité de son interlocuteur, le Cotien éclata d'un rire moqueur, auquel les autres firent écho. « Écoutez-moi ce niais, rugit-il. Il volerait le joyau de Yara. Écoutez-moi ça, les amis, dit-il, braquant sur le jeune homme un regard sévère. Je présume que tu es de quelque barbare du Nord. Je suis cimérien, répondit l'étranger d'un ton peu maligne. Cette réponse ne signifiait pas grand-chose pour le Cotien. Originaire lui-même d'un royaume situé tout au sud, aux frontières du Chem, il n'avait que vaguement entendu parler des peuples du Nord. « Alors écoute-moi bien, l'ami, et tire-en une leçon, dit-il, tendant son pichet dans la direction du jeune homme décontenancé. Apprends qu'en Zamora, et dans cette ville en particulier, il y a plus de voleurs audacieux que nulle part ailleurs dans le monde, le Coth y compris. S'il avait été permis à un mortel de dérober la pierre, sois certain que cela serait fait depuis longtemps. Tu parles d'escalader les murs, mais une fois de l'autre côté, tu souhaiterais bien vite être revenu à ton point de départ. Si la nuit il n'y a pas de sentinelles dans le jardin, enfin, pas de sentinelles humaines, c'est qu'il y a une bonne raison pour cela. Mais dans la salle de garde, en bas de la tour, sont postés des hommes armés, et même si tu parvenais à tromper la vigilance de ceux qui hantent l'obscurité du jardin, il te faudra encore franchir le barrage de ces gardes, car la pierre est gardée quelque part dans le haut de la tour. Mais supposons que quelqu'un réussisse malgré tout à traverser les jardins, rétorqua le cimérien. Ne pourrait-il arriver jusqu'au joyau en passant directement par le haut de la tour et éviter ainsi les soldats? À nouveau interdit, le Cotien demeura bouche bée. « Non mais vous l'entendez » s'écria-t-il railleusement. « Ce barbare est un aigle, qui prendrait son essor jusqu'au faîte de la tour, dont les parois arrondies sont plus glissantes que du verre poli, et qui n'a après tout que 150 pieds de haut. » Le cimérien regarda autour de lui, embarrassé par l'explosion de sarcasme qui accueillit cette réflexion. Il n'y voyait quant à lui aucun humour particulier, et il était trop novice dans le monde civilisé pour en percevoir la grossièreté. Les hommes civilisés sont plus discourtois que les sauvages, car ils savent qu'ils peuvent se montrer impolis sans se faire automatiquement fendre le crâne. Désorienté et mortifié, il se serait sans doute éclipsé si le Cotien n'avait cru bon de continuer à l'aiguillonner. « Allons, allons. Explique à ces pauvres bougres qui n'ont commencé à voler qu'avant ta naissance, explique-leur comment tu t'y prendrais pour dérober la pierre. »« Il y a toujours un moyen, à condition que le désir soit doublé de courage, » rétorqua évasivement le cimérien, piqué au vif. Le Cotien prit sa réponse pour un affront personnel, son visage s'empourpra de colère. « Quoi ? Tu prétends nous apprendre notre métier et insinuer par surcroît que nous sommes des lâches ? Va-t'en, hors de ma vue !» Et il poussa violemment le cimérien. « Après m'avoir tourné en dérision, voici que tu lèves la main sur moi !» dit-il d'un ton grinçant, le barbare qui sentait monter en lui. Et d'un coup du plat de la main, il rendit sa bourrade à son provocateur, qui tomba à la renverse contre la table grossière en s'aspergeant de bière. Avec un rugissement de fureur, le Cotien porta la main à son épée. « Écoute-moi, chien !» hurla-t-il. « Tu me paieras ça de ton cœur !» Les épées jaillirent de leurs fourreux, et la foule affolée s'écarta pour laisser place nette. L'unique chandelle qui éclairait la salle fut renversée dans la cohue, et le tripot fut plongé dans l'obscurité. Au milieu du fracas des bancs renversés, du martèlement des pieds en déroute, des cris, des jurons lancés dans la mêlée, retentit tout à coup un hurlement strident d'agonie, qui trancha le tumulte comme un couteau. Lorsqu'une chandelle fut enfin rallumée, la plupart des clients avaient quitté la salle par les portes et les fenêtres brisées. Le reste était pelotonné sous les tables ou derrière les tonneaux de vin. Le barbare avait disparu. Au centre de la pièce, gisait le corps tailladé du Cotien. Avec l'instinct infaillible du barbare, le cimérien avait tué son homme dans les ténèbres et la confusion. Le cimérien laissa derrière lui les lumières blafardes de l'orgie. S'étant débarrassé de sa tunique déchirée, il marchait dans la nuit vêtu d'un simple pagne et chaussé de sandales lacées haut sur le mollet. Il se déplaçait avec l'aisance souple d'un grand tigre, bandant ses muscles d'acier sous sa peau brune. Conan traversait maintenant le quartier des temples. Ceux-ci se dressaient tout autour de lui, blancs sous la clarté du soleil. Des étoiles.
On est la nuit. Colonnes de marbre neigeux, coupoles dorées, voûtes argentées, abritant la myriade des étranges divinités de la Zamora, ces dernières ne tracassaient pas le jeune homme outre mesure. Il savait que la religion zamorienne, comme tout ce qui caractérise les anciennes civilisations, était diffus et complexe, et avait enfoui la majeure partie de son essence primitive sous un dédale de formules et de rites. Il avait passé de longues heures à écouter, accroupi, les arguments des théologiens et des philosophes, et avait quitté leur cours complètement désorienté. Certaines de ces choses, c'est qu'ils étaient dérangés de la tête. Ses dieux à lui étaient simples et compréhensibles. Crom en était le chef, et il vivait sur une haute montagne, d'où il envoyait la mort et la damnation. Il était inutile d'appeler Crom à son secours, car c'était un dieu sombre et sauvage, qui détestait les faibles. Mais il donnait à chaque homme, à sa naissance, le courage, la volonté et le pouvoir de tuer ses ennemis, ce qui, pour un cimérien, était tout ce que l'on était en droit d'attendre d'un dieu. Ses sandales foulaient sans bruit le pavé luisant. Il n'y avait pas de garde dans les rues, car même les voleurs de Maul évitaient les temples, dont les profanateurs avaient, disait-on, connu de mystérieux trépas. Conan apercevait devant lui la silhouette de la tour de l'éléphant, qui se découpait sur le ciel. Pensif, il se demanda d'où pouvait lui venir ce nom. Personne ne semblait le savoir. Conan n'avait jamais vu d'éléphant, mais il comprenait vaguement qu'il s'agissait d'un animal monstrueux, avec une queue supplémentaire sur le devant. C'est ce que lui avait dit un Shemite nomade, qui lui avait juré avoir vu des milliers de ces animaux en Hyrcania. Mais tout le monde sait combien les habitants de Shem étaient menteurs. Et de toute façon, il n'y avait pas d'éléphant en Zamora. La tour tendait vers les astres sa flèche luisante et glacée. À la lumière du soleil, elle lançait des feux si aveuglants que peu de gens pouvaient fixer leur regard. Certains disaient même qu'elle en était en argent. L'édifice avait la forme d'un mince cylindre, d'une courbe parfaite, haut de 150 pieds, dont la couronne, incrustée de magnifiques pierreries, scintillait à la lueur des étoiles. La tour se dressait au-dessus de la ville, parmi les frondaisons ondoyantes d'arbres exotiques, au milieu d'un jardin enclos par une haute muraille. À l'extérieur, celle-ci était doublée d'une bande de terrain surabaissée, également entourée d'une enceinte. Aucune lumière ne sortait de la tour, qui semblait dépourvue de fenêtres, du moins dans sa partie supérieure, qui dépassait des murs d'enceinte. Seules les pierres de la couronne scintillaient comme du gel, tout en haut, dans la clarté stellaire. Au-delà du mur extérieur, le plus bas des deux, croissait une végétation prolifique. Le cimérien rampa jusqu'à la proximité de l'enceinte et fit halte un instant devant l'obstacle, qu'il mesura des yeux. Bien que le mur fût assez haut, il pouvait, en sautant, en attraper le couronnement avec les doigts. Ce serait ensuite un jeu d'enfant de se hisser par-dessus la muraille, puis de franchir l'enceinte intérieure de la même façon. Mais Conan hésita à l'idée des étranges périls qui, à ce qu'on lui avait dit, l'attendaient de l'autre côté. Les habitants du pays lui semblaient singuliers et énigmatiques. Ils étaient différents de lui et ne ressemblaient pas aux mêmes peuples occidentaux civilisés, brituniens, Némèdes, Cotiens et Aquiloniens, dont Conan avait entendu relater les mystères passés. Le peuple zamorien était très ancien et, à ce qu'il en avait vu, très malfaisant. Il songea à Yara, le grand prêtre, qui, de cette tour, couronnée de pierreries, jetait d'étranges sortilèges, et frémit en évoquant un récit qui l'avait frappé. Un page ivre de la cour lui avait raconté comment Yara, désireux de s'en venger d'un prince indocile, avait brandi en ricanant une pierre brillante et maléfique, dont les rayons chauds et aveuglants avaient réduit sa victime hurlante en une petite boule noire et ratatinée. Et comment cette petite boule sèche s'était changée à son tour en une araignée noire, qui s'était mise à courir éperdument à travers la chambre, jusqu'à ce que Yara l'écrasât sous son talon. Le prêtre ne sortait de cette tour mystérieuse que pour jeter un sort à un homme ou à une nation. Le roi de Zamora le redoutait plus que la mort, et cette terreur était si intolérable pour sa raison qu'il passait ses journées sous l'empire de la boisson. Yara était très vieux. On disait qu'il avait plusieurs siècles, et qu'il vivrait éternellement grâce au pouvoir magique de sa pierre qu'on appelait le cœur de l'éléphant. De là seul venait le nom de la tour qui l'abritait. Absorbé dans ses pensées, le cimérien s'aplatit tout à coup contre le mur. Quelqu'un passait de l'autre côté, marchant à pas mesurés. Conan perçut un bruit métallique. Ainsi donc, il y avait quand même un garde dans les jardins, qui faisait sa ronde. Le cimérien ne bougea pas, s'attendant à l'entendre repasser au tour suivant,
mais le parc mystérieux resta plongé dans le silence. Conan céda enfin à la curiosité. S'élançant légèrement, il se suspendit à la muraille, puis, prenant appui sur une main, se hissa jusqu'au faîte. À plat ventre sur le large couronnement, il considéra le large espace qui, entre les deux murs, s'étendait à ses pieds. Il n'y avait aucune végétation de son côté, mais il pouvait percevoir, près de l'enceinte intérieure, quelques buissons soigneusement élagués. La clarté des étoiles tombait sur le gazon lisse. On entendait quelque part le clapotis d'une fontaine. Le cimmérien se laissa glisser jusqu'à terre avec précaution et, dégainant son épée, regarda autour de lui. Ainsi, sans protection, sous la lumière nue des étoiles, il se sentit envahi par une folle nervosité. Il longea sans bruit le mur incurvé, se blottissant dans les ombres, et parvint à la hauteur des arbustes qu'il avait repérés de l'autre côté. Alors plié en deux, il s'élança rapidement dans leur direction et faillit trébucher contre une forme recroquevillée qui gisait près des buissons. Un rapide coup d'œil circulaire ne lui ayant dévoilé aucun ennemi, en vue tout au moins, il se pencha sur l'obstacle pour l'examiner. Malgré la faible clarté des étoiles, son regard perçant reconnut un homme solidement charpenté, portant l'armure argentée et le casque à crête de la garde royale zamorienne. Sa lance et son bouclier gisaient à ses côtés, et sa gorge portait les traces manifestes de strangulation. Mal à l'aise, le barbare regarda autour de lui. Assurément, cet homme n'était autre que la sentinelle qu'il avait entendu passer devant sa cachette, derrière le mur. Durant le court instant qui s'était écoulé depuis, des mains anonymes, surgies de l'ombre, avaient étranglé le soldat. Scrutant les ténèbres, il surprit un mouvement furtif dans les buissons, près du mur d'enceinte. Il s'approcha sur la pointe des pieds, la main crispée sur son glaive. Bien qu'il ne fît pas plus de bruit qu'une panthère filant dans la nuit, celui qu'il poursuivait l'entendit. Le cimmérien entrevit obscurément une énorme masse près du mur, et fut soulagé de constater qu'au moins elle avait forme humaine. Haletant de panique, l'individu fit brusquement volte-face, et, les mains tendues en avant, ébaucha un plongeon, mais il réprima son mouvement à la vue de la lame d'acier, d'où jaillit un éclair. Les deux protagonistes se firent face un instant, sans mot dire, prêts à tout. « Tu n'es pas un soldat, dit enfin l'inconnu, à voix basse. Tu es un voleur, comme moi. Et toi, qui es-tu » s'enquit à son tour le cimmérien, méfiant. « Taurus de Némédie. » Le cimmérien abaissa son arme. « J'ai entendu parler de toi. On t'appelle le prince des voleurs. » Un rire étouffé lui répondit. Taurus avait la même taille que le cimmérien, mais il était plus corpulent. Toutefois, bien qu'il fût gras et bedonnant, chacun de ses gestes dénudait un subtil magnétisme dynamique qui, même dans la pâle clarté des étoiles, se reflétait dans ses yeux perçants, étincelants de vitalité. Il était nu-pied, et tenait à la main un rouleau de ce qui semblait être une corde mince et solide, nouée à intervalles réguliers. « Qui es-tu » murmura-t-il. « Conan de Cimméria, » répondit l'autre. « Je suis venu essayer de voler la pierre de Yara, qu'on appelle le cœur de l'éléphant. » Conan sentit le gros ventre de l'homme ballotté, de rire, mais non d'un rire moqueur. « Par Bel, dieu des voleurs, » chuta Taurus. « Je croyais que moi seul aurais le courage de tenter ce coup-là. Ces Amoriens se prétendent voleurs. Bah, Conan, j'aime ton audace. Je n'ai jamais partagé d'aventure avec quiconque, mais, par Bel, nous tenterons celle-ci ensemble, si tu le veux. » Ainsi, c'est la pierre qui t'intéresse, toi aussi ? Quoi d'autre ? Mon plan est au point depuis des mois. Mais toi, mon ami, tu m'as l'air d'avoir agi sur un coup de tête. C'est toi qui as tué le soldat ? Bien sûr. Je me suis glissé par-dessus le mur alors qu'il était à l'autre bout du jardin, et me suis dissimulé dans les bosquets. Il m'a attendu, ou a cru entendre quelque chose. Quand cet imbécile est arrivé à tâtons, cela était un jeu d'enfant de me cacher derrière lui et de lui attraper le cou, et de lui serrer jusqu'à ce que mort s'en suive. Comme la plupart des gens, il était à moitié aveugle dans l'obscurité. Un bon voleur doit avoir des yeux de lynx. Tu as commis une erreur, dit Conan. Taurus lui lança un regard courroucé. Moi, une erreur ? Impossible. Tu aurais dû traîner le corps dans les buissons, dit le novice au maître en la matière. Ils ne relèveront pas la sentinelle avant m'y passer. Si quelqu'un venait le chercher maintenant, et découvrait le corps, il courrait aussitôt alerter Yara, nous laissant le temps de nous enfuir. S'il ne le trouvait pas, il se mettrait à fouiller les buissons, et nous serions pris comme des rats. Tu as raison. Bon, maintenant écoute. Cette maudite discussion nous fait perdre du temps. Il n'y a pas de gardien à l'intérieur du jardin. Enfin, pas de gardien humain,
Mais il y a des sentinelles bien plus redoutables. C'est leur présence qui m'a si longtemps embarrassé, mais j'ai fini par trouver un moyen de circonvenir. Que fais-tu des soldats dans le bas de la tour? Le vieux Yara demeure dans les chambres du haut. C'est par là que nous entrerons. Ils sortiront, je l'espère. Peu importe comment, j'ai mon plan. Nous nous introduirons dans la tour par le sommet et descendrons étrangler le vieux Yara avant qu'il n'ait le temps de nous jeter dans ses maudits sorts. Du moins nous essaierons. Une chance d'être changé en araignée ou en crapaud contre la richesse et la puissance universelle. Tout voleur digne de ce nom doit savoir prendre des risques. J'irai aussi loin qu'il sera humainement possible, dit Conan en ôtant ses sandales. Alors, suis-moi. Faisant demi-tour, Taurus prit son élan, s'accrocha au mur et se hissa jusqu'au faîte. Étant donné sa corpulence, la souplesse de cet homme était étonnante. Il semblait à peine effleurer la muraille. Conan le rejoignit et, couchés à plat ventre sur le large couronnement, ils s'entretinrent à voix basse, avec circonspection. Je ne vois aucune lumière, chuta Conan. La partie inférieure de la tour était, comme la portion visible de l'extérieur du jardin, un cylindre parfait, brillant, sans ouvertures apparentes. Il y a des portes et des fenêtres, assidueusement construites, répondit Taurus, mais elles sont fermées. L'air que respirent les soldats leur vient d'en haut. Dans le jardin noyé de mystère, des buissons duveteux et des arbres fourchus déployaient leurs sombres et ondoyantes frondaisons contre le ciel étoilé. Conan sentit planer sur son âme aux aguets la menace d'un danger imminent. Il perçut le regard brûlant d'yeux invisibles et flaira un parfum subtil qui fit hérisser instinctivement les petits cheveux de sa nuque, comme le font les poils des chiens à l'odeur d'un vieil ennemi. « Suis-moi, murmura Taurus. Reste derrière moi si tu tiens la vie. » Tirant de sa ceinture un objet qui ressemblait à un tube de cuivre, le Némed s'accroupit légèrement sur le gazon, au pied du mur. Conan était juste derrière lui, épée au poing, mais Taurus se repoussa contre la muraille et ne manifesta quant à lui aucune envie d'avancer. Il demeurait immobile, tendu par l'attente, le regard fixé, comme celui de Conan, sur un bouquet d'arbustes distant de quelques mètres, dont la masse sombre continuait à s'agiter, bien que la brise fût tombée. Soudain, deux grands yeux luisants surgirent des ombres mouvantes, et derrière eux, d'autres points de feu apparurent dans les ténèbres. « Des lions !» grommela Conan. « Oui. Pendant la journée, ils sont enfermés sous la tour, dans les antres souterraines. Voilà pourquoi il n'y a pas de sentinelle dans ce jardin. » Conan compta rapidement les yeux. 5 en vue. Peut-être d'autres, cachés derrière le bosquet. Ils vont charger d'une minute à l'autre. « Tais-toi !» chuchota Taurus, qui, s'éloignant du mur avec précaution, comme s'il marchait sur des rasoirs, leva le mince tube qu'il tenait à la main. Des bruissements étouffés sortirent de l'ombre, et les yeux étincelants s'approchèrent des deux hommes. Conan distinguait vaguement les grandes mâchoires écumantes, et les queues touffues fouettant les flancs fauves. L'atmosphère se tendit. Le cimérien serra son glaive, guettant l'assaut irrésistible de ces corps gigantesques. Taurus porta l'extrémité du tube à ses lèvres, et, soufflant de toutes ses forces, expulsa un long jet de poudre jaunâtre. Un épais nuage vert-jaune enveloppa aussitôt les arbustes, recouvrant les yeux luisants de son voile opaque. Taurus regarda le mur en courant, sous le regard interrogateur de Conan. L'épais nuage masquait entièrement le bosquet, dont ne provenait aucun son. « Quel est ce brouillard » demanda le cimérien, mal à son aise. « La mort » murmura le Némed. « Si un vent se lève et le souffle dans notre direction, nous devrons nous enfuir par-dessus le mur. Mais non, l'air est calme et le nuage se dissipe à présent. Attends qu'il ait entièrement disparu, car le respirer, c'est la mort. » Seuls subsistaient encore, maintenant, quelques filaments jaunâtres qui flottaient spectralement dans l'air. Ils eurent bientôt disparu, et Taurus fit avancer son compagnon. Tous deux s'approchèrent à pas feutrés du bouquet d'arbustes, et Conan demeura stupéfait. Dans l'ombre gisaient 5 grandes formes fauves. Le feu de leurs yeux sombres était éteint à jamais. L'air exhalait une odeur douceâtre, écœurante. « Ils sont morts sans faire aucun bruit, » murmura le cimérien. « Taurus, quelle était cette poudre ?»« Elle est faite avec le lotus noir, qui pousse dans les jungles lointaines du Kitaï, où seuls demeurent les prêtres au crâne jaune de Youn, et dont les fleurs font tomber raide mort quiconque respire leur parfum. » Conan s'agenouilla près des grandes formes inertes, pour s'assurer qu'elles étaient bien hors d'état de nuire. Il hocha la tête. La magie des pays exotiques était mystérieuse et terrible pour les barbares du Nord. « Pourquoi ne tuerais-tu pas de la même façon les soldats qui sont dans la tour ?» demanda-t-il.
Parce que j'ai utilisé toute la poudre en ma possession, répondit Taurus. Le tour de force qu'il m'a fallu accomplir pour me la procurer suffirait déjà à me rendre célèbre parmi les voleurs du monde entier. Je l'ai dérobé à un convoi en route pour le Sigia, et j'ai dû pour cela l'attirer, dans son sachet en félin d'or, des anneaux d'un énorme serpent qui ne s'est même pas réveillé. Mais viens, au nom de Belle, allons-nous passer la nuit à discuter. Se faufilant entre les arbustes, ils gagnèrent le pied de la tour brillante. D'un geste, Taurus imposa silence à son compagnon, puis défit sa corde à nœud, terminée à une extrémité par un solide crochet d'acier. Conan comprit son plan et ne posa pas de questions. Saisissant la corde à peu de distance du crochet, le Némède se mit à la faire tournoyer au-dessus de sa tête. Conan appliqua son oreille contre la paroi polie de la tour, mais ne perçut aucun son. De toute évidence, les soldats qui se trouvaient à l'intérieur ne soupçonnaient pas la présence des deux intrus, qui n'avaient pas fait plus de bruit que le vent nocturne dans les arbres. Mais une étrange nervosité s'était emparée du barbare. Peut-être était-elle due à cette odeur de lion qui imprégnait l'atmosphère. De son bras vigoureux, Taurus se lança la corde d'un geste souple et ondoyant. Le crochet effectua de curieux mouvements de bas en haut, difficiles à décrire, puis disparut par-dessus la rangée des pierres qui couronnaient le sommet. Il avait dû se planter fermement, car, sans fléchir, il résista d'abord à des tiraillements circonspects, puis à de violentes secousses. Du premier coup, murmura Taurus. Ce fut l'instinct sauvage de Conan qui lui fit faire brusquement volte-face, car la mort qui le menaçait ne faisait aucun bruit. Le Cimmérien entrevit fugitivement une énorme forme fauve qui, dressée de toute sa hauteur contre le ciel étoilé, s'apprêtait à lui porter le coup fatal. Aucun homme civilisé n'eût pu bouger à moitié aussi vite que ne le fit le barbare. Un éclair de lumière stellaire jaillit de sa lame glacée, bu par l'énergie désespérée de tous ses nerfs et muscles, et l'homme et la bête roulèrent ensemble sur le sol. Proférant à voix basse des jurons incohérents, Taurus se pencha sur les deux corps entremêlés et vit aux gesticulations de son compagnon que celui-ci s'efforçait de se dégager de l'énorme masse qui pesait mollement sur lui. Le Némède constata avec stupéfaction que le lion était mort, le crâne fendu en deux. Saisissant la carcasse, il aida Conan à la repousser, et le barbare, tenant encore à la main son épée dégoûtante de sang, se remit sur ses pieds. « Es-tu blessé, l'ami » fit Taurus, encore sur le coup de l'incroyable rapidité de cet épisode éclair. « Non, par Chrome, répondit le barbare. Mais je ne l'ai jamais échappé aussi de plus belle. Et pourtant, ma vie n'est rien moins que monotone. Pourquoi donc cette maudite bête n'a-t-elle pas rugi en chargeant ? Tout est étrange dans ce jardin, dit Taurus. Les lions frappent en silence, et pas seulement les lions. Mais viens, ce carnage a fait peu de bruit, mais les soldats l'ont peut-être entendu. Ils ne sont pas encore sous ou assoupis. La bête se trouvait dans quelque autre coin du jardin et a ainsi échappé à la mort des fleurs. Mais il n'y a plus de lions en présent, c'est sûr. Il ne faut grimper à cette corde. Inutile de demander à la Cimmérien si c'est le faire. Pourvu qu'elle supporte mon poids, grogna Conan, qui nettoyait son épée dans l'herbe. Elle en supporterait 3 comme moi, répondit Taurus. Elle est nattée avec des tresses de femmes mortes qu'à minuit j'ai ravi de leur tombe, et pour la rendre encore plus solide, je l'ai trempée dans la résine empoisonnée des lupas. J'irai en tête, suis-moi de près. Le Némède saisit la corde, se l'entoura autour d'une jambe, et commença à grimper. Il montait comme un chat, démentant la gaucherie que laissait présager son embonpoint. Le Cimmérien le suivit. La corde se balançait et tournait sur elle-même, mais cela ne gênait pas les grimpeurs qui, l'un comme l'autre, avaient fait des escalades plus difficiles dans le passé. La couronne incrustée de la tour, qui scintillait au-dessus de leur tête, saillait du mur à angle droit. La corde pendait ainsi à peu près un pied de la paroi, ce qui facilitait considérablement l'ascension. À mesure qu'ils s'élevaient en silence, les lumières de la ville s'étendaient de plus en plus loin sur leurs yeux, et l'éclat rutilant des gemmes qui bordaient la couronne éclipsait graduellement la clarté des étoiles. Allongeant une main, Taurus agrippa la couronne et se hissa au sommet. Parvenu à son tour à l'extrémité de la corde, Conan marqua un temps d'arrêt, fasciné par le feu aveuglant des grosses pierres chatoyantes. Diamants, rubis, émeraudes, saphirs, turquoises, pierres de lune, incrustées en rangs serrés dans l'argent miroitant. De loin, leurs éclats différents semblaient se fondre dans un scintillement blanc, mais maintenant, de près, elles étincelaient d'un million de teintes, hypnotisant le barbare de leurs reflets irisés. « Il y a ici une fortune fabuleuse, Taurus, murmura-t-il. Mais le Némède répondit avec impatience. « Allons, viens. Si nous nous emparons du cœur,
Ces pierres seront à nous ainsi que tout le reste. Conan se hissa sur la couronne resplendissante. Le bord incrusté dominait de quelques pieds le sommet de la tour, dont la surface pleine d'un bleu sombre, piquée d'incrustations d'or où se miraient les étoiles, ressemblait à un large saphir saupoudré de poussière brillante. Devant eux, les deux compagnons aperçurent, de l'autre côté du toit, une sorte de bâtisse, faite du même matériau argenté que les murs de la tour, où des gemmes plus petites formaient des arabesques. L'unique porte était en or écaillé, incrustée de pierreries qui luisaient comme la glace. Conan tourna les yeux vers l'océan de lumière palpitante qui au loin s'étendait à leurs pieds, puis les reporta sur Taurus, occupé à remonter et à rouler sa corde. Le Némène montra à Conan le point de chute du crochet, dont la pointe s'était fichée d'un quart de pouce sur une grosse pierre brillante de la face interne de la couronne. « La chance était encore avec nous, grommela-t-il. Cette pierre aurait pu facilement lâcher prise sous nos poids conjugués. Suis-moi, les véritables dangers de notre aventure ne font que commencer. Nous sommes dans l'antre du serpent, mais nous ne savons pas où il se terre. »